La lumière décline sur une modeste bâtisse de banlieue. Les murs, jadis immaculés, portent les stigmates du temps et des petites réparations repoussées. À l'intérieur, la cuisine. Une pièce banale, théâtre pourtant d'une tragédie silencieuse. Un père, les traits tirés, parcourt du doigt une pile de factures écrasantes. Électricité, gaz, loyer, assurance. Chaque ligne un coup de marteau sur l'espoir. La mère, le regard figé, tente de trouver un sens à ces chiffres, à ce vertige. Un enfant, innocent, demande « Papa, on pourra partir en vacances cette année ?» Le père ne répond pas. Le silence de la cuisine est plus assourdissant que n'importe quel cri, un silence de défaite, d'impuissance. Ce n'est pas une scène isolée, c'est le quotidien de millions de Français piégés dans une spirale. On vous a raconté une fable, la fable d'une démographie défaillante, d'un système de retraite trop généreux, d'un marché immobilier régi par une simple offre et demande. On vous a dit que l'avenir de vos pensions était une fatalité, que le prix de votre logement était le fruit du hasard, que la stagnation de votre pouvoir d'achat était une inévitable conséquence d'une économie mondiale complexe. C'est un mensonge, une narration savamment orchestrée pour masquer la réalité. La réalité est un crime contre le citoyen ordinaire perpétré par une entité qui ne figure sur aucune liste électorale, ne répond à aucun gouvernement, mais dont le pouvoir dépasse celui de bien des nations. Un architecte de l'ombre dont le nom se murmure dans les allées du pouvoir, un nom qui rime avec l'opacité et la puissance absolue. Son nom est BlackRock. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'un simple gestionnaire d'actifs. C'est un architecte de marché, un titan financier dont la fortune représente l'équivalent du produit intérieur brut de pays entiers. Plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion. 9 000 milliards, une somme si colossale qu'elle défie l'imagination. BlackRock ne se contente pas d'investir, il incarne le marché. Son influence est tentaculaire, elle s'étend sur la quasi-totalité des grandes entreprises du monde, y compris la très grande majorité des fleurons du CAC 40 français. Comprenez bien. BlackRock détient des participations significatives dans les banques qui vous prêtent, les entreprises qui vous emploient, celles qui construisent de votre logement, qui vous fournissent votre énergie, qui produisent votre nourriture. Il est partout. Son système Aladdin, un algorithme d'analyse de risque, est le véritable œil omniscient de cette entité. Il surveille chaque transaction, chaque mouvement de capitaux sur la planète. Il prédit, il influence. Quand les marchés tanguent, quand les crises éclatent, quand le citoyen panique, BlackRock y voit une opportunité. Il rachète à prix cassé ce que d'autres sont contraints de vendre. Il transforme la détresse en profit. Une spoliation massive, silencieuse, mais d'une efficacité redoutable. Vous croyez encore avoir le choix? Le citoyen lambda est pris au piège. Ses pensions, son épargne, son patrimoine sont désormais des leviers, des pions sur l'échiquier de ce géant. L'accès à la propriété, une chimère pour beaucoup, les prix étant tirés vers le haut par des investisseurs institutionnels comme BlackRock. Le loyer que vous payez, il enrichit souvent des fonds de pension ou des sociétés immobilières dont BlackRock est actionnaire. Le travail que vous faites, votre employeur, est peut-être sous l'influence de ces directives, de ces exigences de rentabilité. La légende hat was Hisp. Légende selon laquelle Larry Fink, le PDG de BlackRock, aurait dicté la réforme des retraites en France n'est qu'un rideau de fumée. Elle distrait de la réalité bien plus insidieuse, l'emprise systémique de ce fonds sur l'ensemble de l'économie française. Il ne s'agit plus de dicter une loi, mais de posséder les fondations mêmes de la société. Le citoyen ne peut plus gagner à ce jeu, car les règles sont écrites par ceux qui possèdent la table, les cartes et les jetons. Un véritable servage moderne, où la liberté économique est confisquée pièce par pièce. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Ces mécanismes de concentration de pouvoir et de richesse ne sont pas nouveaux. Remontons le temps. 1900 ans avant notre ère, à Rome. La République, puis l'Empire, sont déchirés par la question agraire. Les riches sénateurs et propriétaires terriens accumulent d'immenses propriétés.
les latifundia exploités par des esclaves. Les petits paysans, vétérans des guerres, incapables de rivaliser, sont contraints de vendre leurs terres. Ils affluent vers Rome, sans emploi, sans avenir, formant une plèbe désœuvrée et dangereuse. La survie même de la société romaine est menacée par cette concentration de richesses agricoles. Plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, en Orient, la Compagnie britannique des Indes orientales, une entreprise privée, dotée de sa propre armée, de ses propres lois, capable de conquérir des territoires, d'imposer des taxes, de dicter sa volonté à des nations entières. Elle démantèle les économies locales, ruine les artisans, asservit les populations pour son seul profit. Elle n'était pas un État, mais elle agissait comme un empire, créant des richesses colossales, pour quelques-uns au prix de la misère, pour des millions. Ces concentrations de pouvoir ont toujours mené à un point de rupture. À Rome, la spoliation des terres a engendré des guerres civiles, des révoltes d'esclaves, et finalement la chute de la République, incapable de résoudre la question de la répartition des richesses. En Inde, la Compagnie a créé une famine artificielle, appauvrissant des régions entières, détruisant des cultures ancestrales, provoquant des révoltes sanglantes. Ces sociétés, incapables de faire respirer leur population, étouffées par une oligarchie avide, finissent par imploser sous le poids de leur propre injustice. Le mécanisme est toujours le même. Une caste accapare les ressources vitales, laissant la majorité dans le dénuement. Et un jour, la cocotte-minute explose. Imaginez le paysan romain, l'œil vide, regardant sa terre ancestrale passer entre les mains d'un riche propriétaire qu'il ne verra jamais. Contraint de quitter son village, il se perd dans les bas-fonds de la ville, sans dignité, sans espoir. Imaginez le tisserand indien, dont l'art s'est transmis de génération en génération, soudain ruiné par l'importation massive de tissus industriels britanniques. Son savoir-faire est inutile, sa famille affamée. La perte n'est pas seulement économique, c'est la perte d'une identité, d'une culture, d'une connexion à la terre et à l'histoire. C'est la déshumanisation par le capital, une souffrance profonde, silencieuse, mais universelle à travers les âges. Hier, le pouvoir était la terre. Aujourd'hui, le pouvoir est la finance, les actifs numériques, les portefeuilles d'actions, l'immobilier. Hier, les latifundia romains, les vastes domaines seigneuriaux. Aujourd'hui, les immeubles de bureaux entiers à la Défense, les milliers d'appartements parisiens, les infrastructures énergétiques, les actions de toutes les entreprises cotées, ce ne sont plus des champs de blé qui sont accumulés, mais les fondements même de notre existence moderne. BlackRock est le nouveau seigneur féodal, le nouveau gouverneur des Indes, mais sans l'obligation d'une armée ou d'une couronne. Son pouvoir est économique, invisible, mais absolu. Le citoyen moderne, comme l'ancien paysan, est dépossédé, non pas de sa terre physique, mais de sa capacité à accéder à la propriété, à une pension décente, à un pouvoir économique. Son avenir est décidé dans des conseils d'administration lointains, par des algorithmes sans âme. La caste d'aujourd'hui ne porte pas de toge ni d'épée, mais elle contrôle les flux de capitaux et les conseils d'administration. Le piège n'est pas moins réel, moins cruel. Il est juste plus sophistiqué, plus difficile à percevoir. Les preuves sont là, sous nos yeux, si seulement nous osons les regarder. L'envolée des prix immobiliers dans les grandes villes françaises. Qui en profite? Rarement le jeune couple qui épargne. Mais les fonds d'investissement qui voient l'immobilier comme un actif refuge, une valeur à accumuler. La difficulté croissante pour les classes moyennes d'acquérir un logement poussés à la périphérie, condamnés à une vie de locataire. La part croissante des loyers dans le budget des ménages, véritable impôt indirect qui alimente la machine. La pression incessante sur les salaires, le sentiment d'une stagnation économique pour la majorité, quand dans le même temps, les entreprises du CAC 40 affichent des profits records, distribuent des dividendes massifs à leurs actionnaires, dont BlackRock est un acteur clé. Et puis cette légende de la réforme des retraites. Elle était un symptôme, un avertissement, un signal que notre épargne, notre sécurité future,
est en train d'être transféré du système public vers des fonds de pension privés, où le rendement prime sur la solidarité et où BlackRock est une force dominante. Le rapport de force entre les grandes entreprises et l'État n'est plus en faveur de la nation, mais des intérêts globalisés. Si cette trajectoire se poursuit, ce qui est très probable, la France de demain sera une société à 2 vitesses, voire à une seule voie, celle de la dépendance. Dans 5 à 10 ans, nous verrons l'émergence d'une classe de rentiers mondialisés, déconnectés de toute réalité nationale, et d'une masse de locataires endettés, sans patrimoine, sans réel filet de sécurité, condamnés à une vie de subsistance dépendant du bon vouloir des propriétaires. Les infrastructures essentielles, l'énergie, l'eau, les transports, même l'alimentation, seront sous le contrôle d'entités lointaines, insensibles aux destins individuels, dont le seul mantra est le rendement pour leurs actionnaires. La France, notre pays, ne sera plus qu'un ensemble de propriétés d'investissement, un terrain de jeu pour des intérêts étrangers, privé de son autonomie, de son âme. C'est l'effondrement silencieux d'une nation. Alors, comment se protéger de ce piège qui se referme? La solution n'est pas dans la révolte armée, mais dans la résilience individuelle et collective. Premièrement, l'ORS, une valeur refuge millénaire, une monnaie réelle, décorrélée des manipulations bancaires et des planches à billets. Un rempart contre l'inflation et la dévalorisation de votre épargne papier. Deuxièmement, la terre. Si possible, acquérir de la propriété physique si elle est productive, encore mieux. Cultiver une part de son autonomie, se reconnecter au réel, sortir du système de la dette. La terre est le seul actif qu'ils ne pourront jamais créer. Troisièmement, le compétence. Développer des savoir-faire non délocalisables, des métiers manuels, des services essentiels, la résilience personnelle est votre meilleure assurance. Quatrièmement, le localisme. Soutenez l'économie locale, les petits commerçants, les artisans. Réappropriez-vous les circuits courts. Désengagez-vous du système globalisé qui vous broie. Reprenez le contrôle de ce que vous pouvez contrôler. Et surtout, la connaissance. Bolt. Comprendre les mécanismes, démasquer les coupables, refuser la désinformation. C'est la seule arme que nous ayons pour ne pas être manipulés, pour ne pas devenir de simples pions sur leur échiquier. La liberté n'est pas un acquis, mais un combat constant contre l'oubli et l'aveuglement. L'histoire rime inlassablement, et ceux qui refusent d'entendre ces échos sont condamnés à revivre ses pires symphonies. La puissance de BlackRock n'est pas une fatalité divine, mais le résultat de choix humains, de politique, d'une acceptation silencieuse. Le savoir est votre bouclier. Pour décrypter les architectes de notre futur, pour comprendre les rimes de l'histoire, abonnez-vous à l'Archive du Capital. Car la vérité, même sombre, est la première étape vers la liberté.